Voilà, il est 14 heures, donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'IUT de Rennes, en qualité de directeur de cette IUT et également enseignant au département GE2I. J'ai le plaisir donc d'ouvrir ce MOOC numéro 2 de la communauté GE2I. Donc j'ai le plaisir de vous recevoir, vous qui êtes présents sur le site, mais aussi bien évidemment d'avoir en ligne et en direct eh bien, les étudiants et leurs collègues, enfin enseignants, nos collègues enseignants des 53 départements des IUT de France. C'est une belle expérience qui, je pense, s'offre à vous. Nos mots-clés, au-delà de la thématique génie électrique et informatique industrielle, vous le savez, les valeurs que nous défendons sont la diffusion du savoir, du savoir-être, la promotion du savoir-être, et puis aussi et surtout le savoir-faire, qui est reconnu donc à cette communauté GE2I, et dont vous êtes les premiers bénéficiaires. Le savoir, c'est l'accumulation d'un tas d'informations naturellement, et les conférences que nous pouvons organiser à votre attention sont l'occasion justement d'étoffer vos connaissances. Et voilà. Alors, ces trois objectifs, un petit peu, je les ai cités, eh bien, s'appuient naturellement sur une pédagogie active qui est bien reconnue dans le système IUT et en particulier au niveau des départements GE2I. Nous sommes là dans une démarche dédiée à votre insertion professionnelle réussie. Alors ce Massive Open Online Course, ce MOOC, c'est bien l'occasion d'une contribution d'exception au savoir dont je viens de vous faire état. C'est l'occasion de vous faire profiter donc massivement, depuis ces départements GE2I où vous étudiez, d'une conférence qui a pour titre « Énergie, électricité et soutenabilité », conférence qui va être donnée par M. Bernard Multon, ici présent. M. Multon donc, est agrégé de génie électrique, il est docteur de l'université Paris 6, il est professeur des universités à l'école nationale supérieure, l'école normale supérieure, excusez-moi, de Rennes, et il nous fait l'honneur donc de nous partager un petit peu de son immense expertise sur le sujet que je viens de citer, sujet dont les enjeux sont particulièrement majeurs dans l'avenir. Donc je vous demande d'accueillir en l'ovationnant M. Bernard Multon, à qui je passe la parole sans attendre. Merci beaucoup Gilles, chers collègues électriciens. Merci pour votre invitation. J'ai un très grand plaisir également à parler ici, puisque finalement, moi, je suis professeur à Rennes, dans cette nouvelle école normale supérieure, qui n'a même pas une année. C'est la dernière des écoles normales supérieures créées. Donc, je fais un petit coup de com' en passant devant tous ces élèves d'IUT. C'est très impressionnant de savoir d'ailleurs qu'on parle devant une assistance aussi nombreuse, même si ici, elle est un peu plus restreinte. Donc, je vais vous parler tout de suite de ce sujet extrêmement important qui concerne l'énergie, avec un zoom vers l'électricité, puisque en GE2I, c'est quand même plutôt la forme électrique de l'énergie qui nous intéresse, mais vous allez voir que tout est interactif et que l'énergie électrique ne peut être que difficilement dissociée des autres. Et puis la notion de soutenabilité, bien sûr, c'est au sens du développement durable, puisque c'est la traduction qu'on a choisie de Sustainable Development. Et donc, c'est ça qui va être au cœur de ma présentation ici, avec une vision sur le cycle de vie des convertisseurs d'énergie et des choses qui sont encore assez peu répandues et j'espère, grâce à l'occasion que vous me donnez ici, contribuer à les répandre. Voilà, c'est parti. Donc, je pense que comme on est c'est une question que je n'ai pas posée avant, on ne peut pas interagir pendant la conférence. Je pense qu'il vaut mieux attendre la fin, se discipliner, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, parti pour à peu près une petite heure. Donc voici une définition d'énergie, qui est une vision anthropique avec un H au sens humain, parce qu'en fait c'est plus une vision anthropique qu'une vision physique, vous allez voir. Alors quand même, cette première ligne-là, c'est une définition physique, puisque l'énergie est un concept qui a émergé progressivement. Son émergence s'est accélérée au XIXe siècle.
quand on a compris toutes les équivalences entre ces différentes formes, la chaleur, le travail mécanique d'abord, et puis toutes les autres dont on va parler tout à l'heure. Et donc c'est ce concept difficile, qui est souvent difficile à expliquer d'ailleurs quand vous avez des gens autour de vous, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et donc l'énergie, finalement, c'est ce concept qui permet d'exprimer les transformations du monde. Et puis l'énergie nourrit la matière vivante. J'emploie cette expression parce que moi je suis persuadé que la vie, c'est un état tout à fait normal de la matière, qui doit certainement grouiller dans tout l'univers. Et puis l'énergie constitue la base du métabolisme de nos sociétés organisées. Et là, on a compris aujourd'hui à quel point l'énergie était stratégique pour faire fonctionner nos sociétés qui sont extrêmement énergivores, comme d'ailleurs les sociétés animales, une fourmilière, mais nous, on a une fourmilière particulièrement intensive. Alors, je vais commencer par des cheminements d'énergie en partant du confin de l'univers. On croit avoir compris aujourd'hui que l'énergie naissait dans les étoiles de réactions de fusion nucléaire, des réactions de fusion d'hydrogène. Et on va redescendre sur Terre, on va aller vers notre étoile qui s'appelle le Soleil, et puis elle est entourée d'un système de planètes, dont la Terre, qui nous concerne. Cette petite planète qu'est la Terre reçoit une infime partie du rayonnement solaire, qui est diffusé tout autour de cette étoile. Donc l'énergie de fusion nucléaire est transmise par rayonnement jusqu'à la Terre. Et puis on va commencer par un cheminement très particulier, celui qui met en œuvre principalement l'eau, le cycle de l'eau. Cette planète a de l'eau, de l'air, de l'humidité dans l'air, donc de l'eau, d'ailleurs dans tous ses états, gazeux, solide et liquide. Et toute cette eau est brassée sous l'effet du rayonnement solaire. On va voir tout à l'heure dans les chiffres que c'est assez exceptionnel. Pratiquement 25% du rayonnement solaire reçu sert à brasser, à travers des mouvements de convection dans l'atmosphère et dans les océans, la chaleur, pour rétablir l'équilibre thermique de la Terre, essayer de ramener vers les pôles l'excès de chaleur reçu au niveau de la ceinture intertropicale. Donc dans tous ces grands mouvements de convection, eh bien, on peut intercepter un petit peu d'énergie, nous humains, pour réaliser des services énergétiques. J'ai choisi l'énergie hydraulique là-dedans, qu'on connaît bien, qui est très utilisée comme forme d'énergie. Et le symbole de l'utilisation de cette énergie, c'est la roue à aubes, qui technologiquement n'est pas une très bonne turbine, mais tout le monde comprend que c'est le symbole de la conversion d'énergie mécanique. Alors cette roue à aubes, elle peut écraser des céréales, elle peut fabriquer de l'électricité avec une génératrice électrique, et puis cette électricité peut rendre toutes sortes de services, nous éclairer par exemple. Et l'énergie, dans ce cheminement, elle va finir dans tous les cas en chaleur basse température, qui va repartir vers l'univers sous forme de rayonnement infrarouge. Donc vous voyez, le rayonnement solaire est arrivé, il a fait des tas de transformations. On en a intercepté une petite partie à travers l'écoulement de l'eau dans des rivières ou des fleuves. On a fait de l'énergie mécanique, on s'en est servi directement pour écraser des céréales, on a fait de la chaleur, ou pour faire de l'électricité, on a fait de la chaleur dans tous les cas. Autre exemple qui met en œuvre la vie. Donc la vie synthétise des molécules organiques, du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, sous l'effet du rayonnement solaire. Donc cette énergie solaire va transformer la matière pour fabriquer ce que nous, humains, on va appeler de la biomasse, puisqu'en recassant ces molécules organiques, leurs liaisons moléculaires, eh bien, on va dégager de l'énergie, c'est une réaction chimique de combustion, pour faire par exemple du feu. Ce feu va nous permettre de nous chauffer, de faire marcher des machines thermodynamiques. On verra tout à l'heure que l'essentiel de l'électricité au niveau mondial est produit avec des machines à vapeur, des turbines à vapeur. Donc on fait toujours du feu pour faire de l'électricité en grande partie. Alors c'est en train de changer, cette dynamique, je vais essayer de vous la faire percevoir tout à l'heure. Et puis de toute façon, tout ce que l'on fait sur ce cheminement finit encore une fois en chaleur basse température et repart sous forme de rayonnement infrarouge dans l'univers. Dernier exemple plus technologique, eh bien, si vous interceptez directement ce rayonnement solaire, vous pouvez faire directement d'électricité avec quelque chose là qui est un peu moins naturel, puisque là, c'est les humains qui l'ont inventé, ce système, c'est la conversion photovoltaïque. Et cette électricité, vous allez en faire un des nombreux usages que vous avez tous en tête, par exemple de la lumière, et puis ça fait encore de la chaleur au bout du compte. Un petit tour des différentes transformations, finalement. Donc la désintégration de noyaux, c'est les réactions de fusion et de fission. Donc c'est ce qu'on essaye de faire le moins mal possible dans nos réacteurs. La chaleur est une forme d'énergie dont on a parlé tout de suite. C'est principalement, elle se traduit par l'agitation moléculaire.
Les rayonnements électromagnétiques, on en a parlé aussi, hein, c'est cette façon de transférer l'énergie qui est utilisée depuis le Soleil pour aller jusque sur la Terre. Les réactions chimiques, donc là c'est à l'échelle des molécules. Les liaisons moléculaires, quand on les modifie, il y a des transformations d'énergie. Ça peut se traduire par de la chaleur, du froid, de l'électricité. Le travail mécanique, l'électricité. Et puis l'énergie se caractérise finalement par les possibilités de transformation plus ou moins bien réversibles entre ces différentes formes. L'unité du système international, c'est le joule. Il y en a beaucoup d'autres, la calorie, l'électron-volt. Et puis moi, je vais en garder quelques-unes. Le kilowattheure, avec une extension, le terawattheure, la tonne équivalent pétrole, les mégatep, millions de tonnes équivalent pétrole, les gigatep, milliards. Et puis là, vous avez les équivalences qu'il n'est pas nécessaire d'avoir en tête pour la suite de l'exposé. Et puis quelques ordres de grandeur. Donc, je ne pars pas des électronvolts, c'est-à-dire des toutes petites énergies au niveau de la matière. Je vais partir du coup de marteau, quelques dizaines de joules, une tasse de café, des dizaines de kilojoules, une douche d'eau chaude, à peu près 1 kilowattheure, la fabrication d'un smartphone. Vous voyez, la fabrication d'un objet, c'est beaucoup un smartphone, 300 kilowattheures, et certainement plus avec les dernières générations encore. La production, 20 000 km avec une voiture, à peu près 1 tonne équivalent pétrole, une petite voiture, production annuelle d'électricité d'une éolienne terrestre, des millions de kilowattheures, et jusqu'au prélèvement mondial de ressources énergétiques sur l'ensemble de la planète effectué par l'humanité, 13 gigatep au dernier chiffre publié. Alors, je souhaite, j'espère qu'on vous a commencé à bien vous imprégner de ça, mais que vous distinguiez sans difficulté énergie et puissance. Ça, c'est un vrai problème que le citoyen confonde énergie et puissance. Il ne se passe pas une journée sans qu'un article de presse qui parle d'énergie confonde les mégawatts, les mégawattheures, parle d'énergie en puissance, et c'est quand même très très ennuyeux. Ça génère énormément de confusion, et je pense que d'ailleurs c'est un des éléments qui joue certainement un rôle dans la désinformation, sans doute involontaire, qui se produit aujourd'hui. Donc l'énergie, c'est la quantité nécessaire pour assurer une transformation, les différentes transformations dont on a parlé tout à l'heure, ou, vu de l'humanité, un service. Alors je vais donner quelques exemples pour une valeur de 3,6 mégajoules ou 1 kWh, c'est l'équivalence. 1 kWh, ça vaut 3,6 mégajoules. Ces 3,6 mégajoules, c'est l'énergie qu'il faut pour échauffer de 40 degrés, 22 litres d'eau. Vous avez le calcul qui est fait là, sur la base des 4,18 joules par degré Celsius et par gramme, qui est la définition de la calorie. Donc ramené au kilogramme, c'est 4180, et quand vous faites ce calcul, sachant que la masse volumique de l'eau vaut 1 kg par décimètre cube, vous arrivez à cette valeur. L'énergie mécanique, cette fois-ci, eh bien 3,6 mégajoules, c'est 360 newtons d'effort résistant. Vous vous souvenez de la formule, la force par la distance parcourue, c'est le travail mécanique. 360 newtons, c'est à peu près l'effort résistant d'un véhicule à peu près normal qui se déplace à 100 km/h à la pression atmosphérique que nous connaissons. Donc s'il parcourt 10 km, ça fait 3,6 mégajoules. Donc si on est capable de transformer la chaleur en énergie mécanique intégralement, ce qu'on ne sait pas faire justement, c'est une des rares transformations qu'on ne sache pas parfaitement faire, eh bien on pourrait transformer toute l'énergie calorifique en énergie mécanique. Par contre, on sait très bien transformer cette énergie mécanique en chaleur. D'ailleurs, toute cette énergie mécanique d'un déplacement se transformera en chaleur au bout du compte. Et dernier exemple de l'énergie chimique, 3,6 mégajoules, c'est à peu près la combustion de 1/10 de litre d'essence. Donc voilà, si vous avez des rendements de 100% de conversion, tout ça c'est équivalent. La puissance maintenant. Donc la puissance, c'est le débit de la conversion d'énergie. Je pense que c'est la meilleure définition qu'on puisse en donner. Donc c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. C'est une des rares formules qui sera présente dans la présentation. On m'a dit que ça ne vous effrayait pas. Donc la puissance s'exprime en watts, l'énergie en joules et le temps en secondes dans cette expression. La puissance, c'est donc une caractéristique du convertisseur d'énergie. Un brûleur de 20 kW peut donc transformer un combustible en chaleur tout simplement 2 fois plus vite qu'un brûleur de 10 kW. C'est d'une banalité absolue. Et un moteur électrique de 20 kW qui avale de l'électricité, il peut la transformer en travail mécanique 2 fois plus vite qu'un moteur de 10 kW. C'est tout.
vouloir réaliser plus vite des services énergétiques conduit à des convertisseurs plus gros, parce que plus puissant, c'est plus gros, à même technologie, parce qu'après, il peut y avoir des technologies plus performantes, plus chères en argent, et nécessitant plus de matières premières, donc plus chères en impacts environnementaux. Donc ça, c'est vraiment important, et je pense que c'est quelque chose, la notion de disponibilité des matières premières est quelque chose qui est de plus en plus au cœur des réflexions aujourd'hui, et si on veut vivre en paix à 10 milliards d'habitants sur cette planète, il faudra apprendre à partager l'énergie et les matières premières non énergétiques, l'acier, le cuivre, etc. Donc, être très très pressé, ce n'est pas forcément possible pour tout le monde. On va placer maintenant l'électricité, cette forme particulière d'énergie dont j'ai dit un petit mot tout au début, au sein du mix énergétique mondial. Et je vais vous apprendre à décrypter les notions énergétiques. On va commencer par quelques définitions. On va aller des ressources primaires, on parle aussi d'énergie primaire, jusqu'aux services énergétiques. Alors, qu'est-ce que c'est que des ressources primaires? Eh bien, c'est les ressources énergétiques qui se trouvent dans la nature, qui sont disponibles. Elles sont de deux natures. Des non renouvelables, qui sont en stock. Ce sont les fossiles et les fissiles. Alors, pourquoi elles ne sont pas renouvelables? C'est qu'une question d'échelle de temps. Les combustibles fossiles se sont formés à partir de biomasse qui a capté du carbone dans l'atmosphère, principalement à l'époque du Carbonifère. Et cette biomasse, une partie extrêmement infime, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, s'est transformée sous l'effet de la chaleur et de la pression en pétrole, en gaz naturel, en charbon, avec plein de variantes de ces formes. Et puis aujourd'hui, on les redécouvre, on casse leur chaîne moléculaire, on dégage de la chaleur et on en fait toutes sortes de choses. Donc, alors on peut s'imaginer peut-être que ce carbone sera recapturé par la nature, retransformé en pétrole, en gaz, en charbon, peut-être dans 100 millions d'années. C'est possible, mais en tout cas, la partie qui sera récupérée sera très faible. Donc c'est déjà peu probable que même dans 100 ou 200 millions d'années, ce soit retransformé, mais surtout 100 ou 200 millions d'années, c'est des échelles de temps qui ne nous intéressent pas beaucoup. Homo sapiens, on recule régulièrement son apparition, mais c'est peut-être 130 000 ans, 150 000 ans. Alors on va dire que les hominidés, allez, 500 000 ans, mais c'est rien du tout, quoi. C'est moins d'1 million d'années. Donc là, on est en train de parler de centaines de millions d'années. Donc ce n'est pas renouvelable, c'est cette échelle de temps qui fait qu'on dit que ce n'est pas renouvelable. Et puis la fission nucléaire, quand vous cassez un noyau d'uranium-235 pour dégager de la chaleur de fission, eh bien, il ne se reconstituera pas, il ne redeviendra pas de l'isotope 235 fissile. Il faudra attendre que le Soleil fasse un cycle complet de fusion, de retransformation qui relargue tout ça dans l'espace et qui se reforme peut-être un système planétaire. Mais là, il est clair qu'il n'y aura plus un humain, et puis ça va se passer dans, on nous dit, 4,5 milliards d'années, donc tout ça, ce n'est pas renouvelable. Ensuite, vous avez les flux renouvelables, qui, eux, viennent essentiellement du rayonnement solaire. Donc le rayonnement solaire, il dure depuis à peu près un peu plus de 4 milliards d'années, et il en a encore pour un peu plus de 4 milliards d'années à fonctionner. Bon, même si on se trompe d'1 milliard d'années, il reste de la marge, c'est-à-dire que ce rayonnement va être quasiment continu avec des petites fluctuations qu'on connaît déjà pendant très très longtemps et certainement bien au-delà de la durée de vie de l'espèce humaine. Et puis il y a tous les sous-produits de ce rayonnement solaire que vous imaginez déjà, l'hydraulique, le vent, la houle. La chaleur géothermique est une autre source, et puis l'interaction gravitationnelle Terre-Lune-Soleil, on va relativiser tout à l'heure leurs ordres de grandeur. Ces ressources primaires, on va les transformer en énergie finale. Donc la définition d'énergie finale, autre définition, c'est une forme d'énergie commercialisable, directement utilisable dans nos convertisseurs d'énergie. Combustible liquide, combustible gazeux, combustible solide sont des formes d'énergie finale commercialisées. Ces formes d'énergie peuvent être des combinaisons de ressources renouvelables et non renouvelables. C'est par exemple le cas de l'essence, le super samplon 95 E10, il a 10% d'éthanol. Bon, la renouvelabilité de l'éthanol, ça laisse un petit peu à désirer, on en parlera tout à l'heure si vous le souhaitez, donc c'est à la limite d'être renouvelable tel qu'on le produit aujourd'hui.
Les combustibles gazeux, par exemple, le méthane, le gaz naturel, peut être un mélange de méthane issu de la méthanisation, hein, par exemple, de déchets agricoles, qui peut être injecté dans les réseaux de gaz, et donc qui peut être une combinaison de gaz d'origine fossile non renouvelable et de gaz renouvelable issus de la biomasse. Autre forme d'énergie finale, la chaleur distribuée dans les réseaux de chaleur. À Rennes, il y a plusieurs réseaux de chaleur. Hein, la chaleur est produite à partir d'incinération d'ordures ménagères, de bois, et puis de combustibles fossiles. Et dans d'autres régions, il y a de la chaleur géothermique. Hein, en région parisienne, il y en a pas mal. Et puis la dernière, celle qui nous intéresse ici le plus en GE2I, l'électricité, lorsqu'elle est livrée au compteur, en basse tension chez vous, en haute tension ou en moyenne tension chez des gros consommateurs. Et puis tout ça, ça va servir à faire des services énergétiques. Et là, toutes les formes d'énergie ne sont pas égales pour produire des services énergétiques. Donc vous avez l'éclairage, la force motrice, les processus industriels, le froid, la chaleur, la mobilité. La forme idéale d'énergie pour assurer la mobilité, c'est le combustible liquide, l'hydrocarbure liquide, qui a une densité énergétique et une facilité de stockage sans commune mesure avec tout le reste. Si on voulait faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire faire une présentation et puis une transmission à tous les IUT de France, autrement qu'avec de l'électricité, on serait bien embêté. Hein. Le faire au gaz, c'est pas évident. Donc là, l'électricité est vraiment la forme idéale. D'ailleurs, l'électricité, elle permet de tout faire. Alors, on va voir tout à l'heure si c'est bien de tout faire avec, mais en tout cas, elle permet vraiment de tout faire. On va faire un petit décryptage du bilan énergétique mondial. Le dernier en date qui est disponible gratuitement, c'est le 2011. Alors, le 2012 qui est déjà accessible si on paye n'est pas très différent. Donc, les chiffres qu'on a là, vous pouvez les voir comme des chiffres actuels. Voici le camembert représentant les différentes formes d'énergie. Donc la dominante, c'est encore le pétrole aujourd'hui. Donc ça, ce sont les ressources qui sont dans la nature, que l'on prélève dans la nature. Hein. C'est les ressources primaires. Et on va en faire de l'énergie finale qui sera dans un camembert qui va arriver à droite de cette diapo. Donc 13 gigatep et des poussières, c'est un peu plus de 150 000 TWh. Ça vous imprègne aussi de cette équivalence des TWh et des gigatep. Hein. Moins de 14% de ces ressources primaires sont d'origine renouvelable. Tout le reste, c'est du non renouvelable. Avec le pétrole qui domine, le charbon ensuite. Charbon qui va dominer. D'ici quelques années, le charbon sera en tête. Ça, c'est assez dramatique puisque c'est une des formes les plus polluantes. Le nucléaire, à travers la fission d'uranium, 5%, 5,1%. Et puis là, vous avez le mix d'énergie finale, dans lequel vous voyez des biocarburants, de l'électricité, du charbon, mais charbon conditionné, du gaz naturel, et puis du pétrole, des pétroles. Les oils, ça va être l'essence, le gasoil et tous les produits pétroliers commercialisés. Donc il faut savoir que quand vous avez le pétrole ou les produits pétroliers qui sont dans l'énergie finale, ce n'est pas la même chose que le pétrole brut qui est dans l'énergie primaire, puisqu'il a été raffiné. Il a subi des conditionnements du transport et des opérations chimiques qui ont coûté elles-mêmes de l'énergie. Donc il a fallu consommer une part de l'énergie de ce pétrole ou d'autres formes d'énergie pour transformer en carburant final distribué à la pompe. Donc l'énergie finale, elle croît de 2,5% par an en moyenne les 10 dernières années, de 2001 à 2011. Alors si je regarde maintenant, vous avez vu que l'électricité, c'est 17,7% de l'énergie finale. Donc ça, c'est le premier indicateur quantitatif sur la place qu'elle occupe. Alors quand vous dites ça à un électricien un peu lobbyiste, il vous dit « Ah oui, mais alors ça, c'est pas juste de lui donner aussi peu de place parce que l'électricité, c'est une forme d'énergie tellement extraordinaire qu'elle mérite plus que ça. C'est pas normal qu'elle occupe que 17,7%. » Moi, je rétorque, pourtant en tant qu'électricien aussi, que les combustibles, les hydrocarbures liquides, c'est aussi une forme d'énergie extraordinaire. Déplacez-vous à l'électricité. Hein, c'est génial de se déplacer à l'électricité, mais c'est quand même, on n'a absolument pas les performances qu'on a aujourd'hui avec des hydrocarbures liquides, malheureusement. Il y a un rapport à peu près 100 de valeur énergétique au kilo d'énergie embarquée entre ce qu'on met dans une batterie lithium et ce qu'on met dans un hydrocarbure liquide. Un facteur 100. On comprend que malgré l'efficacité extraordinaire des chaînes électriques, on a du mal à arriver à ces niveaux d'autonomie. Donc l'électricité va prélever énormément de ressources primaires
pour obtenir ces 17,7% d'énergie finale. Pratique plus du tiers des ressources primaires servent à faire ces 17,7% d'énergie finale. Beaucoup de charbon, on va le voir tout à l'heure, un tout petit peu de pétrole, tout le nucléaire, tout l'hydraulique servent à faire de l'électricité. Donc tout ce qui est à gauche en nucléaire, les 5,1%, c'est intégralement transformé en électricité. Alors pas intégralement parce que le rendement n'est pas bon. Et donc ça va changer d'ailleurs énormément le poids de l'énergie nucléaire dans le mix d'énergie primaire et dans le mix d'énergie finale. Donc on a produit en 2011 22 000 des poussières térawattheures d'électricité. Et puis si je regarde les 17,7% qui ont été comptabilisés en sortie des compteurs de tous les consommateurs, c'était 18 300 térawattheures. Donc on a eu des pertes dans les réseaux de transport, de distribution, à hauteur d'un peu plus de 15% au niveau mondial. Donc finalement, quand on fait le bilan des transformations, principalement par des cycles thermodynamiques pas très efficaces, des combustibles, chaleur, puis électricité, puis ensuite vous distribuez, le bilan global est quand même pas brillant. Et l'électricité si propre sur le lieu d'utilisation, hein, ça ne sent rien ici, là, nos lampes ne dégagent pas de fumée, pas de toxiques. Et pourtant, quelque part ailleurs, là, ça sent très très mauvais et ça dégage des pollutions extrêmement graves. Alors, on va regarder maintenant, on va revenir un petit coup sur l'énergie nucléaire. Donc, elle pèse pour 5,1% dans le mix mondial d'énergie primaire. Mais si vous teniez compte du fait qu'en 2011, 11,7% de l'électricité était d'origine nucléaire, 11,7% fois 17,7%, ça me fait une petite sous-tranche de camembert ici, qui pèse 2% de l'énergie finale. La place de l'énergie nucléaire dans le monde, c'est 2% d'énergie finale en 2011. Ça décline encore parce que tous les réacteurs japonais étant arrêtés depuis plus d'un an, eh bien, la chute du nucléaire s'est accélérée. Il y avait déjà une baisse relativement importante de l'énergie nucléaire, mais là, elle s'est accélérée. Alors, c'est peut-être que ça ne va pas durer, on ne sait pas. Donc en France, pays le plus nucléarisé du monde, c'est à peu près 45% de l'énergie primaire qui est d'origine nucléaire et à peu près 15% de l'énergie finale qu'utilisent les Français, qui est d'origine nucléaire. Pourquoi cet écart important en pourcentage dans le mix primaire, dans le mix final? Tout simplement à cause du mauvais rendement. Vous voyez, si l'énergie nucléaire, si l'électricité nucléaire était produite avec un rendement encore plus faible, pour la même quantité en énergie finale, elle pèserait encore plus lourd dans le mix primaire. Donc c'est un peu absurde de parler de taux de dépendance ou d'indépendance énergétique en regardant le mix d'énergie primaire. Il vaut mieux regarder vraiment l'énergie qui est réellement utilisable, commercialisable, c'est-à-dire l'énergie finale. Nous allons maintenant parler de rendement énergétique. Je pense que si je vous demande ce qu'est le rendement, un rendement quand on parle de conversion d'énergie, la plupart d'entre vous répondront que c'est la puissance utile sur la puissance absorbée, probablement. Je ne sais pas, vous acquiescez ou... Alors on va regarder ça dans le détail et puis on va étendre ce rendement à l'ensemble du cycle de vie. Alors voici en vert un convertisseur d'énergie au sens large. Ça peut être une lampe, un moteur électrique, un brûleur à gaz, n'importe quel objet qui consomme de l'énergie plutôt finale, mais si elle était directement primaire, ça se transposerait bien, et qui produit une énergie sortante, dite utile, qui va rendre un service. Ce convertisseur, il a des pertes. C'est ce qui sort, là, la petite flèche au bout, en haut à droite. Pertes, c'est de la chaleur, en général qu'on ne sait pas utiliser. Alors parfois, les pertes, on les récupère. C'est le cas, par exemple, dans votre voiture, si vous avez des voitures à moteur thermique. Le rendement étant faible, une bonne partie de la chaleur perdue permet de chauffer l'habitacle en hiver, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui d'ailleurs est un problème sur un véhicule électrique. Enfin, c'est un problème qui est résolu, mais si on doit se chauffer avec la batterie, ça plombe rapidement l'autonomie. Cette énergie finale qui sert à alimenter notre convertisseur d'énergie, elle vient de deux formes non renouvelables, des primaires non renouvelables et des renouvelables. Et donc là, pour satisfaire le service énergétique, l'énergie utile qui sort tout à droite, eh bien, il a fallu consommer de l'énergie non renouvelable que je compte, qui commence à faire partie de l'énergie
qui va être consommée par l'ensemble du système sur sa vie. La non renouvelable, je la compte pas. La renouvelable, je ne la compte pas. Parce que la renouvelable elle est dans les cycles naturels, et j'estime que je n'ai pas à la comptabiliser. C'est-à-dire, si j'en avais rien fait, de toute façon, elle se serait dégradée, elle serait repartie dans l'espace. Alors peut-être que certains d'entre vous commencent à se dire, là, il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal, parce que les renouvelables, pour les convertir, il a fallu des convertisseurs. Il a fallu peut-être des éoliennes ou d'autres types de convertisseurs, des panneaux photovoltaïques, c'est à ça en général qu'on pense. Eh bien, on va le prendre en compte là-dedans. C'est-à-dire que l'énergie qui a servi à fabriquer ces convertisseurs sera également comptabilisée dans ce raisonnement. Et là, je vais vous introduire la notion d'énergie grise petit à petit. Ensuite, il faut extraire des matières premières pour fabriquer le convertisseur. On est focalisé sur le convertisseur. Ces matières premières, je vais les façonner pour en faire des matériaux utilisables, et puis je vais les transformer dans une usine pour fabriquer le convertisseur. Tout ça, c'est de l'énergie. Et c'est de l'énergie qui vient d'une part d'énergie primaire non renouvelable et de l'autre part d'énergie primaire renouvelable. Je ne compte que la part d'origine non renouvelable avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, la prise en compte des convertisseurs des renouvelables. Et puis la maintenance, si le dispositif, le convertisseur nécessite de la maintenance sur sa vie, ça sera de l'énergie aussi. Si vous avez je sais pas, une chaudière chez vous qui nécessite qu'un chauffagiste vienne l'entretenir tous les ans, il va consommer du carburant pour venir, de l'énergie par rapport à l'ensemble de sa vie, et donc tout ça sera affecté à votre chaudière. Une petite partie de ces consommations d'énergie sera affectée à votre chaudière. Et puis enfin le recyclage. Donc tout ça, c'est présent dans des bases de données aujourd'hui, parce que ça a l'air très compliqué comme ça, mais c'est bien renseigné dans des bases de données qui sont évolutives, puisque tout ça évolue, et notamment comme la part des renouvelables augmente, heureusement, eh bien, la part d'énergie primaire non renouvelable diminuant, la quantité d'énergie grise a tendance à diminuer petit à petit. Puis, comme l'énergie coûte cher, on essaye d'améliorer l'efficacité énergétique des process. Donc, globalement, on consomme de moins en moins d'énergie pour assurer les mêmes services. Donc, en somme, l'énergie grise est égale à la somme de toute l'énergie primaire non renouvelable dépensée sur la vie du convertisseur, autre que sa consommation directe pour assurer le service. Alors, les fameux rendements. Le premier, celui qui est le rapport de la puissance utile sur la puissance absorbée, je vais l'appeler le rendement instantané ou rendement en puissance. Je lui mets un indice P, c'est le rendement en puissance. Donc, c'est la puissance utile sur la puissance utile plus les pertes. Et vous avez sans doute tous vu une courbe de rendement de ce type-là exprimée en fonction de la puissance utile. Quel que soit le convertisseur d'énergie que vous considérez, son rendement passe par un maximum. Et en général, on s'est débrouillé pour que la puissance nominale du convertisseur corresponde à peu près au rendement maximum. Et puis de chaque côté, quand le convertisseur au voisinage d'une puissance nulle en sortie, son rendement est nul. Et puis quand vous allez vers des puissances au-delà du nominal, à des puissances élevées, le rendement redescend. Donc ça, c'est absolument incontournable. Le rendement maintenant sur cycle. Donc le cycle, que je considère, c'est un ensemble de points de fonctionnement rencontrés durant la réalisation d'un service. Ça, c'est mesuré chez moi, c'est une tonne de gazon chez moi. Il n'y a pas longtemps. Je l'ai faite pour vous. Donc voilà, ma tondeuse a une puissance qui varie dans le temps en fonction des arrêts que je fais, en fonction de l'intensité du couple résistant, si l'herbe est dense à certains endroits, etc. La puissance va varier sans arrêt. Et la puissance absorbée par la machine va fluctuer. Donc là, ce qu'on a là, ce n'est pas la puissance utile, c'est la puissance absorbée. Donc la puissance utile, elle suit à travers le rendement. Donc ce que j'appelle le rendement sur cycle ou rendement énergétique, c'est sur ce cycle, pour un service donné, ça peut être un trajet de véhicule, ça peut être une tonte, pour en trouver autant que vous voulez. C'est cette fois-ci l'énergie, donc la puissance, c'est la dérivée de l'énergie. Donc l'énergie est l'intégrale de la puissance par rapport au temps. Donc là, vous avez ce rapport d'énergie utile sur l'énergie absorbée, qui est représenté ici. Vous voyez le rendement en puissance intervenir au dénominateur de la deuxième partie de l'expression. Donc si ce rendement fluctue, forcément, pour chaque point de fonctionnement, vous avez une contribution différente. Et puis à la fin, ça se termine par une énergie utile sur une énergie utile plus une énergie perdue, ce qui est l'intégrale de toutes les pertes. C'est extrêmement banal. Donc on va avancer encore d'un cran dans le raisonnement. Cette fois-ci, on va passer à l'ensemble du cycle de vie. Et le cycle de vie, on va considérer
toute la vie du convertisseur. Donc là, on passe une échelle au-dessus. Donc on était sur un cycle qui était un service. Maintenant, c'est toute la vie. Donc la vie, elle peut être limitée par le vieillissement à la durée de vie réelle du convertisseur, si vous allez jusqu'à son usure, ou l'obsolescence que vous avez décidé parce que vous en aviez assez de votre, je ne sais pas moi, de votre lave-linge ou je ne sais pas quoi, vous avez envie de le changer alors qu'il n'est pas mort. Hein. Donc la notion de durée de vie est quelque chose sur lequel on doit réfléchir. Parce que plus vous faites durer longtemps quelque chose, si les technologies n'ont pas énormément progressé, mieux c'est d'un point de vue environnemental et d'un point de vue consommation, notamment d'énergie primaire sur le cycle de vie. Donc, rendement sur cycle de vie soutenable, parce que je ne vais tenir compte que de l'énergie que je détruis irrémédiablement, c'est-à-dire la primaire non renouvelable. Et encore une fois, j'épargne les renouvelables qui ne sont pas perdues, elles sont dans des cycles naturels et ce n'est pas grave de les transformer, ça n'a aucun rapport avec la transformation d'énergie non renouvelable. Donc ce rendement sur cycle de vie soutenable, c'est le rapport de l'énergie utile qu'a converti le convertisseur sur toute sa vie, divisé par la somme de l'énergie primaire non renouvelable qui a servi à assurer ce service, plus toute l'énergie grise. Donc l'énergie grise, c'est embodied energy en anglais. Car en termes de soutenabilité, ce qui importe, c'est bien la quantité totale d'énergie primaire non renouvelable consommée sur la vie de ce convertisseur. Alors je vais appliquer ça au rendement de deux moyens de production d'électricité, l'énergie nucléaire et l'énergie photovoltaïque. Donc vous savez peut-être qu'une centrale nucléaire a un rendement d'à peu près un tiers, à peu près 33%, à quelques points près, alors qu'un panneau photovoltaïque a plutôt un rendement plus faible. Les panneaux commercialisés, on va voir tout à l'heure, la plage, c'est aller entre 8 et 30%. Donc le rendement d'un système photovoltaïque est plus faible que celui d'un système nucléaire. Et pourtant, on se dit quand même, il doit y avoir un problème là, c'est que ce rendement ne suffit pas à quantifier correctement ces conversions d'énergie, en tout cas d'un point de vue soutenabilité. Donc je vais appliquer le rendement sur cycle de vie à ces deux formes de production d'électricité. Là, j'ai pris un article qui est issu d'une publication américaine d'un lobby nucléaire donc, qui donne des chiffres qui sont ceux que lui a admis. Donc je n'ai pas transformé ces données. Ce réacteur fait 1 gigawatt, 1000 mégawatts, c'est la tranche standard au niveau mondial. La durée de vie est de 40 ans dans cet article, donc je ne prends pas la durée d'un EPR qui est prévu de 60 ans. Productivité annuelle, 7 TWh, c'est-à-dire 7000 heures fois 1 gigawatt, donc sur 40 ans ça fait 280 TWh. Vous voyez la quantité d'uranium à laquelle ça correspond. Et puis je vais prendre en compte l'extraction minière d'uranium, l'enrichissement de l'uranium avec les meilleures technologies disponibles, la construction et le démantèlement, je ne sais pas comment ça a été pris en compte, mais en tout cas, et le stockage des déchets, qui est apparemment d'entreposage en surface. Donc l'énergie grise, la somme de tout ça, c'est 15,4 TWh. Compte tenu du rendement, 33%, il y a 540 TWh de perte, c'est de la chaleur qui va partir dans l'atmosphère et dans les fleuves qui servent à refroidir, ou dans la mer, selon le moyen de refroidissement. Le rendement sur cycle de vie, dans ces conditions, j'applique le calcul de tout à l'heure, eh bien, il est de 32,7%, c'est-à-dire 33%. Donc l'énergie grise ne pesait pas lourd par rapport à la consommation d'énergie primaire non renouvelable dissipée. Et puis tout ça avec des déchets à longue durée de vie et beaucoup de matières non recyclables. C'est-à-dire qu'une bonne partie des matières premières là-dedans, l'acier notamment, qui est irradié, ne sont pas vraiment recyclables, ne devraient pas être recyclables. Et le photovoltaïque, donc je prends le cas d'installation en toiture, sur lequel j'ai aussi des données d'analyse sur cycle de vie. Donc pour produire 7 TWh par an, il me faut, avec un rayonnement de 1000 kWh par mètre carré par an, c'est ce qu'on a à peu près au nord de la Loire en France. C'est une moyenne, chaque mètre carré reçoit 1000 kWh de rayonnement solaire. Donc avec une technologie au silicium polycristallin, un petit peu ancienne, une technologie qui a une bonne douzaine d'années, même un peu plus, mais dont les bases de données de cycle de vie sont bien renseignées. C'était ça l'objectif, d'avoir des données. Les technologies récentes, en général, sont moins bien renseignées. Donc on va consommer 50 TWh solaires, de rayonnement solaire, puisqu'il m'en faut 7, je divise par 0,14, ça fait à peu près 50.
c'est 50 km² nécessaires, donc c'est énorme. Alors en France, il y a 8500 km² de surface bâtie, pour vous donner une échelle de ces 50 km² qui ne disent pas grand-chose en général. Les modules vont consommer tout ça d'énergie grise, au total 56 kWh, les modules, les onduleurs, qu'il faudra remplacer sur les 20 ans de référence, tout est pris en compte, le montage en toiture, 56 TWh. Le rendement de conversion, rayonnement solaire et électricité, c'est les 14% qui m'ont servi à trouver qu'il me fallait 50 km² de captation, donc c'est plus de 2 fois moins que le nucléaire, mais le rendement sur cycle de vie que je fais sur une durée de vie de 20 ans, alors certains qui sont qui connaissent bien le photovoltaïque vont peut-être me dire mais ça dure plutôt 30 ans. Bon, comme la productivité décroît un peu dans le temps, moi j'ai fait le calcul sur 20 ans et le résultat serait le même sur 40 ans, puisque pour faire une analyse sur 40 ans comme le nucléaire tout à l'heure, au bout de 20 ans, il faut tout remplacer. Donc au bout de 20 ans, on remplace tout, c'est-à-dire qu'on remet la même quantité d'énergie grise. Donc le ratio du numérateur et du dénominateur dans ce cas-là est le même. Donc ça me fait un rendement sur cycle de vie soutenable de 71,4%. C'est-à-dire qu'il est meilleur, nettement meilleur que celui du nucléaire. Alors bien sûr, c'est une vision purement énergie. Je n'ai pas regardé les émissions de gaz à effet de serre, etc., qui est une autre histoire. Mais j'ai des matériaux recyclables, là je n'ai pas de matériaux contaminés, et puis j'ai beaucoup moins de déchets toxiques. J'en ai, il y en a, d'ailleurs tout processus industriel malheureusement génère des déchets toxiques, donc il faut essayer de faire en sorte d'améliorer les processus pour en avoir de moins en moins, mais dès que vous avez de l'extraction minière, c'est assez monstrueux. Alors la demande mondiale en ressources primaires. Donc, tout d'abord les non renouvelables. Donc les ressources, c'est tout ce qui est dans le sol. On ne connaît pas très bien, mais on estime qu'il y a entre 2000 et 5000 gigatep de combustibles fossiles accumulés dans le sous-sol, sur toute cette planète, dont une partie est sous la banquise arctique, enfin il y en a un peu partout. Et puis on en a à peu près 900 gigatep qui sont prouvés. Alors si les 13 gigatep d'énergie primaire de mon camembert, le tout premier que vous avez vu, sur ces 13 gigatep, il y en avait à peu près 10 à la louche qui étaient d'origine fossile. Ce qui veut dire qu'on consomme à peu près actuellement 10 gigatep par an d'énergie fossile. Si je divise les 900 gigatep d'énergie fossile, de réserve d'énergie fossile, sur les 10 gigatep par an, ça me fait 90 ans. Ça veut dire qu'au rythme actuel de consommation d'énergie fossile, sur la base des réserves prouvées, j'en ai pour 90 ans. Ouais, c'est peinard, 90 ans, là, c'est... vous serez très très vieux dans 90 ans. Donc on peut tous s'en foutre complètement. Moi, je pense qu'un des problèmes, d'ailleurs, c'est qu'on en est un peu trop. Et les 40 ans de pétrole, dont on entend parler depuis 40 ans, on entend dire qu'on a pour 40 ans de pétrole, donc il n'y a pas de problème. En fait, il faut savoir que ce calcul, il est fait sur la base des réserves prouvées divisées par la production annuelle. Donc forcément, on va tendre tout doucement vers les ressources. Mais il y a de la marge. C'est-à-dire que si on arrive à sortir tous les combustibles fossiles qu'il y a dans le sol en mettant des moyens démesurés, parce que c'est ce qu'on fait, de plus en plus, on met des moyens démesurés avec des impacts environnementaux absolument colossaux, eh bien, on va le sortir, ce carbone. Et c'est bien le problème. À des coûts économiques, bien sûr, de plus en plus élevés. Mais on sera prêt à le payer, le pétrole. Il n'y a pas mieux pour se déplacer. On n'a pas trouvé mieux. Et puis l'uranium fissile, eh bien, c'est à peu près 150 gigatep de ressources avec des réacteurs à eau pressurisée, enfin, qui fissionnent l'uranium-235 tel que ceux qu'on a aujourd'hui. J'ai exclu la technologie des réacteurs à neutrons rapides. On pourra y revenir si vous le souhaitez à la fin. Et les réserves estimées sont d'à peu près 60 gigatep. Mais comme on convertit tout ça pour faire de l'électricité en énergie finale avec un rendement de 33%, c'est 20 gigatep électriques. Si je voulais faire toute l'électricité mondiale avec de l'uranium en fissionnant l'isotope 235 par les procédés actuels, eh bien en 12 ans, le rapport R sur P, ça ferait 12 ans. Donc la capacité de l'énergie nucléaire avec les technologies actuelles à résoudre les problèmes de réchauffement climatique, de mon point de vue, elle est quasi nulle. Les réserves ne peuvent dépasser les ressources. Ça, vous l'avez compris. Donc, à un moment donné, évidemment, ça va saturer. Par exemple, pour le pétrole, depuis les années 80, on consomme annuellement plus de pétrole qu'on en découvre. Alors qu'avant, c'était le contraire. On en découvrait beaucoup plus qu'on en consommait.
Donc évidemment, on accumulait de la réserve. Maintenant, ça commence à être un peu plus tendu. Les limites seront atteintes durant le XXIe siècle. Ça, c'est sûr que là, ça va devenir très tendu à la fin du XXIe siècle, peut-être bien avant. Et puis, les dégâts environnementaux vont croissant. Par unité d'énergie extraite du sol, eh bien, c'est de plus en plus catastrophique. Les gaz de schiste, les schistes bitumineux, etc., toutes ces formes d'hydrocarbures non conventionnels, à chaque fois, ce sont des désastres environnementaux. Et puis l'énergie solaire et ses dérivés reçus au sol par an, c'est 100 000 gigatep. Quand vous prenez conscience de ça, vous dites, bon sang, mais les 5000 gigatep, qui est le maximum, qui est la borne haute de tout ce qui est stocké en fossiles dans le sol, ben c'est quoi? C'est quelques semaines d'énergie solaire reçue à la surface de la planète. Donc c'est extrêmement précieux. Et puis nous, on est en train de griller ça à toute vitesse, à l'échelle de l'humanité. C'est vraiment, on est une bande de sauvages, quoi. Je veux dire, il y a quelques générations là qui auront tout détruit, et puis les autres, ils se débrouilleront, quoi. Un bilan maintenant des ressources renouvelables, celles qui sont de flux, celles qui sont dans des flux continus à nos échelles de temps. Donc en tout cas, pour les millions d'années qui viennent, on peut dire que tout ça, c'est à peu près continu. Pour éviter d'avoir des chiffres astronomiques, j'ai tout normalisé, les chiffres que vous allez avoir là, par rapport à la consommation annuelle d'énergie. J'ai pris 13 gigatep, je n'ai pas pris 13,1, quelque chose près. La Terre intercepte en haute atmosphère 11 000 fois, c'est 11 000 fois 13 gigatep. 30% sont réfléchis en haute atmosphère directement dans l'espace. Donc, sauf si on envoie des centrales spatiales pour récupérer ces 30%, on peut estimer que c'est perdu. Aujourd'hui, tous les projets de centrales photovoltaïques spatiales avec transmission par micro-ondes, c'est des chimères. C'est absurde. Peut-être qu'un jour ça changera, mais en tout cas aujourd'hui c'est absurde. Le noyau terrestre dans lequel se déroulent des réactions de fission nucléaire. Donc vous voyez, on a déjà deux réacteurs nucléaires, un de fusion qui s'appelle le Soleil et un de fission au centre de la Terre, dont on est très bien protégé d'ailleurs des rayonnements dangereux, puisqu'on a tout ce qu'il faut, la nature nous a doté des moyens de protection assez efficaces contre tous ces rayonnements dangereux. Donc les réacteurs, on les a déjà. 45% du rayonnement solaire, donc on en a perdu 30% qui sont repartis dans l'espace, 45% arrivent à la surface totale de la planète, dont 72% sont couverts par des océans. C'est 5000 fois notre consommation d'énergie. C'est absolument colossal. 25% servent à brasser le vent, l'eau, les océans. Et puis 0,16 fois notre consommation d'énergie sont dissipées dans les cycles des marées. Donc tout près de Rennes, on a une usine qui était la première usine à grande échelle d'extraction d'énergie marémotrice qui s'appelle l'usine de la Rance, qui est dans l'estuaire de la Rance entre Saint-Malo et Dinard. Aujourd'hui, il y en a une autre au monde qui est en Corée, qui fait à peu près la même puissance. Il n'y en a pas beaucoup, parce que barrer des estuaires, c'est quelque chose qui est assez impactant au niveau environnemental. En tout cas, ça perturbe beaucoup les écosystèmes, et c'est quelque chose qu'on n'accepte plus aujourd'hui. Donc la façon de récupérer l'énergie marémotrice se fera beaucoup plus avec des turbines sous-marines. Mais vous voyez que c'est des relativement petites quantités d'énergie. On ne va pas satisfaire l'ensemble de nos besoins énergétiques avec l'énergie marémotrice. Mais dans les endroits où elle est très intense, ne nous en privons pas. Et en France, on a quelques endroits où il y a des courants intenses, et si on prélève là-dessus, ça sera très bien. Un petit mot sur l'évolution de la population humaine. Tout à l'heure, je vous ai dit que Homo sapiens, ça va à peu près 130 000 ans, peut-être 150 000, on ne sait pas. Donc, je n'ai pas osé aller en dessous de 100 000. Là, vous avez donc en abscisse le temps, en échelle logarithmique, et en ordonnée le nombre d'habitants d'Homo sapiens sur la Terre. Alors, je fais confiance aux archéologues qui ont fourni toutes ces données-là. Par contre, moi, ce que j'ai apporté, c'est de tracer cette courbe en échelle logarithmique. Et on voit des choses très intéressantes dans le développement de l'humanité, des paliers notamment, qui sont liés à toutes sortes d'effets, au début des effets climatiques. C'est lors du dernier réchauffement climatique que l'humanité s'est développée au néolithique. Et puis là, l'emballement a commencé. Après, il y a eu une stagnation. Il y a eu un ralentissement qui était certainement lié aux organisations sociales, aux guerres. On commençait à être assez nombreux. On s'est bien entretués. Il y a eu des épidémies assez fortes.
et puis toute la courbe est repartie de plus belle, on va dire à la Renaissance, pour faire simple, hein, à l'échelle mondiale. Et puis qu'est-ce qui se passera après aujourd'hui, on envisage 10 milliards d'habitants, peut-être vers 2050, et la dérivée seconde de la courbe est négative. Donc si ça se poursuit, la population va décliner. Ça, c'est effrayant hein, pour la croissance. Je ne sais pas comment on va faire si la population décline. Hein. Bon, vous avez compris que c'était une boutade. Je pense qu'il vaudrait mieux que la population décline et puis qu'on arrive à gérer ce déclin, parce que continuer à croître comme ça va être difficilement soutenable. Et puis voici ici, alors le rectangle vert qui s'est allumé à gauche, c'est une erreur d'animation. Donc on regarde la courbe de droite, c'est la consommation d'énergie avec la même échelle de temps en bas. Elle est synchrone de celle du haut. En térawattheures consommés par an par toute cette humanité. Alors peut-être que vous vous demandez comment au Paléolithique on a fait pour calculer ce que consommait un chasseur-cueilleur, et au Néolithique. Bon, moi j'ai fait confiance à ce que les archéologues disent, hein, puisqu'on étudie aussi le fonctionnement des sociétés organisées humaines ou animales avec l'énergie. Hein, donc on sait qu'il leur faut de l'énergie pour fonctionner. Donc leur mode de développement est lié à cette énergie. Voilà le développement. Donc pendant jusqu'à l'an 1000 à peu près, on a eu une augmentation de l'intensité énergétique des humains, mais pas très forte. Et puis ça s'est accéléré depuis qu'on a découvert les combustibles fossiles. On va dire depuis 1800 à peu près. Avant, on était vraiment un peu limité par les ressources renouvelables, le bois, l'hydraulique. On ne maîtrisait pas les autres, et un peu le vent. On ne savait pas déjà faire de l'électricité, puis surtout on ne savait pas bien convertir les renouvelables, bien gérer leur intermittence notamment. Donc tout ça, on a appris à le faire, et là c'est ça qui est en train de changer considérablement la donne. Mais l'accélération qu'on a vécue durant le 19e et 20e siècle, elle s'est faite exclusivement sur les fossiles et un tout petit peu sur le nucléaire. Et là on se dit, c'est vrai qu'on a retourné, on a pu accéder à des mines extrêmement profondes, on a pu retourner pratiquement toute la planète grâce à cette ressource énergétique extrêmement abondante, pas chère, mais non renouvelable. Donc ce qu'il faudrait se dire aujourd'hui pour positiver ce comportement finalement dont on a pris conscience qu'assez tardivement, il y a eu des lanceurs d'alerte très tôt, mais collectivement, on en a pris conscience tard. Surtout ce qu'il faut se dire, c'est que grâce à cette énergie fossile, on a accédé à des technologies incroyables. Maintenant, on maîtrise la matière comme jamais. Sortons-nous de ces énergies fossiles et fissiles qui sont nocives pour passer à autre chose. On en a les moyens technologiques aujourd'hui. Donc c'est un peu le message d'espoir que je vais vous faire passer. Alors si on regarde par habitant, un habitant moyen de cette planète, il consomme, toutes activités confondues, 60 kWh primaires par jour. Donc à 86% d'origine non renouvelable en moyenne. Un Nord-Américain, il est à 270. Un Français, il est à 140. Et un subsaharien, 14 kWh primaires par jour, ce qui vous donne une idée des inégalités devant l'énergie. Alors c'est clair que le niveau de vie est directement lié aux consommations d'énergie. Mais on peut très bien vivre avec beaucoup moins que ce que consomme un Français aujourd'hui. On est des très très gros gaspilleurs. Moi je pense qu'avec 100 kWh d'énergie primaire, et ce n'est pas en énergie primaire qu'on devrait raisonner, on devrait raisonner en énergie finale, mais peut-être qu'avec 80 kWh d'énergie finale par habitant, on vivrait dans un luxe total. Donc on ne connaît pas vraiment la limite du besoin. En fait, tout va être lié à l'efficacité et aux mesures de sobriété qu'on sera capable de prendre à l'avenir. Donc, on va focaliser encore plus sur l'électricité. Alors comment est produite cette électricité ? 22 000 TWh, c'est ce que je vous ai dit. Alors là, c'est des chiffres de 2012, donc un tout petit peu plus récent. 20% d'origine renouvelable avec un taux de croissance annuel moyenné sur 10 ans de 4,7%. Les renouvelables, les non renouvelables, un taux, donc c'est le complément, un peu moins de 80%, mais avec un taux de croissance inférieur. Donc les renouvelables se détachent, et se détachent très très vite. Donc beaucoup de charbon, malheureusement, pour faire de l'électricité. Dans les fossiles, 41% d'électricité mondiale est produite avec du charbon. Puis là, vous avez les moyennes sur 10 ans des différents modes de production d'électricité. Vous voyez, je vais en citer 3-4. L'éolien, 26% de moyenne par an. Le solaire, plus de 50% par an, depuis 10 ans. Avec une accélération, la dérivée seconde est positive. Alors que l'éolien, la dérivée seconde est plutôt négative.
L'hydraulique est plutôt au même niveau que les non renouvelables, donc elle ne se développe pas aussi vite que les autres renouvelables. L'énergie nucléaire est en déclin, et les fossiles, malheureusement, sont à 3,9% en moyenne, donc vont assez vite. Alors, la production électrique totale, elle est à 3,4% par an, alors que l'ensemble de l'énergie finale, la partie droite de mon camembert issu de l'Agence internationale de l'énergie que je vous ai présenté au début, c'était 2,5% par an. Ça veut dire que l'électricité, les 17,7% là, ils valaient moins de 4% en 1940. Et en 2030, ça sera plus de 25%. Donc vous avez un rôle à jouer extrêmement important, vous, électriciens, futurs acteurs de l'électricité, dans l'énergie ou pas. Vous voyez que cette forme d'énergie, elle progresse en permanence, donc il faut bien faire les choses. Il ne faut pas avoir une mauvaise électricité si elle doit prendre des proportions aussi élevées. On va regarder deux choses, même trois, la production éolienne. Donc ça, c'est une courbe de puissance éolienne, les mégawatts produits en sortie d'une éolienne, en fonction de la vitesse du vent, qui vient frapper normalement le plan de la turbine. Cette machine, c'est une machine des années 2000. Pour 2,3 MW, elle fait 82 mètres de diamètre. Si j'ai une courbe de distribution des vents, la probabilité d'occurrence des vitesses de vent en fonction de la vitesse est celle-ci, pour une vitesse moyenne d'à peu près 6,5 mètres par seconde, avec une certaine forme de distribution. Tout ça, ça me donne une productivité annuelle de 5 gigawattheures. Tout se passe comme si cette éolienne de 82 mètres de diamètre marchait 2200 heures par an à pleine puissance. C'est ce qu'on appelle les heures équivalent pleine puissance. Alors, elle ne marche pas 2200 heures sur les 8760, elle fonctionne plus d'heures que ça, mais elle n'est pas toujours à pleine puissance. Maintenant, je prends une éolienne récente d'aujourd'hui et je peux acheter une éolienne de 2,3 MW qui fait 117 mètres de diamètre. Alors pour ceux qui trouvent très moches les éoliennes, pas de chance, celle-là, on la verra encore plus puisqu'elle est plus grande. Par contre, comme elle a une puissance plus élevée, on va écrêter la vitesse du vent beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que sa courbe se décale vers la gauche et puis on la sature, c'est-à-dire qu'on renonce à récupérer de l'énergie du vent à des vitesses de vent élevées. Cette machine, elle va produire plus. Avec la même courbe de distribution du vent, elle va passer à 7,6 gigawattheures par an. 3300 heures équivalent pleine puissance. Donc pour un surcoût d'investissement relativement modeste, il n'y a pas que le diamètre de la turbine, il y a quelques autres petites choses, mais comme la machine fait la même puissance, elle n'est pas beaucoup plus coûteuse parce qu'on a mis une grande turbine. D'autant plus que les matériaux composites ont bien baissé, il y a une maturité industrielle aujourd'hui sur les pales qui n'était pas encore atteinte en l'an 2000. Donc la productivité de cette machine, si elle ne coûte pas beaucoup plus cher, le prix du kilowattheure qu'elle va sortir sera beaucoup plus bas. Donc on a des coûts de production entre 5 et 8 centimes d'euros le kilowattheure, en fonction des sites et de la hauteur du mât. Si on a un mât plus haut, on capte un peu plus de vent. Les derniers tarifs d'achat en France sur l'éolien, c'est 8,2 centimes d'euros le kilowattheure. Donc l'éolien devient extrêmement compétitif. Là, c'est l'éolien terrestre. L'éolien offshore est beaucoup plus cher. Et puis le potentiel est considérablement réévalué à la hausse. Par exemple, l'Allemagne a réévalué son potentiel terrestre éolien, qui était aux environs de 500 TWh. 500 TWh, c'est à peu près la production d'électricité annuelle française. C'est passé à presque 3000 TWh. Bon, on ne va pas faire toute l'électricité des Allemands avec des éoliennes, et même là, ça serait presque toute l'électricité européenne. C'est pratiquement le chiffre de la consommation d'électricité européenne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, des éoliennes, on peut mettre dans des sites qu'on ne considérait pas rentables autrefois. Maintenant, on peut y mettre des éoliennes de grand diamètre qui vont être rentables et qui vont contribuer à un potentiel beaucoup plus élevé. Autrement dit, les réserves d'éoliens, pour prendre ce chiffre appliqué aux fossiles, ont augmenté. Le photovoltaïque, pour vous montrer la chute des prix, il me reste combien 10 minutes. La chute des prix du photovoltaïque, on ne se rend pas compte à quel point les prix se sont effondrés. Alors certains pensent que c'est conjoncturel, etc. Moi, je suis persuadé que ce n'est pas conjoncturel et je vais vous montrer ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne a la chance d'avoir une électricité chère. Alors quand on dit ça, ça choque parce que c'est vrai qu'il y a de la précarité énergétique, mais nous, c'est vraiment dommage qu'on ait une électricité aussi peu chère parce que ça a encouragé des comportements extrêmement énergivores et finalement, ça n'a pas favorisé le développement des énergies renouvelables. En Allemagne, voici les courbes, tout ce qui descend. Alors c'est très compliqué ce graphique, donc je vais le simplifier un petit peu en y traçant un gros trait descendant. C'est le prix
d'achat de l'électricité photovoltaïque, celui qui descend, celui en tendance bleue, pour de l'électricité au niveau domestique. C'est le prix auquel on vous rachète votre électricité photovoltaïque de façon contractuelle. D'accord? Et l'autre qui monte en rouge, c'est le prix d'électricité du réseau qui augmente parce que c'est de plus en plus cher. Alors certains diront c'est à cause des renouvelables c'est plus cher. Là aussi on pourrait y revenir si vous voulez tout à l'heure. En 2011, en Allemagne, pour un foyer, les courbes se sont croisées. C'est-à-dire qu'on s'est mis à vous racheter l'électricité photovoltaïque moins cher que vous n'achetiez l'électricité au réseau. Et aujourd'hui, on est à un facteur 2. C'est-à-dire qu'on vous rachète votre électricité photovoltaïque 2 fois moins cher que vous n'achetez votre électricité au réseau. Alors pourquoi ça continue à se développer? En France, le raisonnement qu'on a, si on met du photovoltaïque, c'est pour faire du business, quoi. C'est parce qu'on la revend cher et que c'est intéressant. Ben là, l'idée, c'est que si on ne vous la rachète pas cher, c'est qu'elle ne revient pas cher, cette électricité. Donc votre intérêt, et puis celle du réseau, est hors de prix. Votre intérêt, c'est de l'auto-consommer, d'en acheter le minimum au réseau, puisqu'elle est très chère, celle du réseau. Et puis si vous n'êtes pas capable de tout auto-consommer, eh ben on vous la rachète à prix bradé, 14 centimes d'euros le kilowattheure. Donc les Allemands sont en train de développer l'autoconsommation. Alors ça se développe aussi en France, parce que la parité réseau, ça s'appelle comme ça, est en train d'arriver aussi en France. Puisque 14 centimes de kilowattheure, c'est le prix que vous le payez aussi, le kilowattheure domestique. Donc là, nos courbes se croisent aussi en France. Mais eux, c'était en 2011 que ça a commencé. Donc là, aujourd'hui, ils vont jusque même à installer des batteries électrochimiques pour favoriser l'autoconsommation. Je ne suis pas persuadé que ce soit bien, mais en tout cas, c'est le dernier recours pour autoconsommer. Une autre technologie dont on parle beaucoup moins, c'est les solaires thermodynamiques à concentration. Donc voici une usine qui est en Espagne, qui fait un petit peu moins de 20 MW, qui a une productivité annuelle de 110 gigawattheures. Elle est constituée de grands miroirs, qu'on appelle des héliostats, qui focalisent le rayonnement solaire vers une tour. L'énergie solaire qui est concentrée vers la tour sert à chauffer un fluide caloporteur à haute température, et puis vous accumulez cette chaleur dans des réservoirs de chaleur, dans des sels fondus. Ce qui va vous permettre de produire de la vapeur, parce que c'est le principe qu'on va utiliser pour faire de l'électricité, le même que dans une centrale nucléaire ou dans une centrale thermique classique, de façon différée du rayonnement solaire. Donc ce stockage d'énergie en amont de la production d'électricité va nous permettre d'avoir une centrale solaire flexible. Et contrairement à ce qu'a dit un de nos anciens présidents de la République il n'y a pas très longtemps, c'est bien l'énergie solaire, mais il n'y en a pas la nuit. En fait, c'est possible d'en avoir la nuit avec ce principe-là. C'est cher, évidemment, c'est beaucoup plus cher du photovoltaïque, mais la flexibilité a un coût. Et donc, vous avez là une centrale qui est aussi solaire, aussi flexible qu'une centrale à gaz et qui peut produire la nuit. Un mot sur le stockage d'énergie. On peut faire du stockage d'électricité à grande échelle, on le pratique même tous les jours à l'échelle mondiale, avec du pompage-turbinage, ou ce qu'on appelle en France, en français, des STEP, des stations de transfert d'énergie par pompage. Vous avez 2 réservoirs à des altitudes différentes. Quand vous voulez stocker de l'énergie, vous pompez l'eau du réservoir bas pour la monter en haut. On sait pomper avec des rendements élevés. Et quand vous voulez décharger votre accumulateur, vous turbinez ce qui est en haut vers le bas. Et là, ce système de transfert d'énergie entre 2 bassins permet de stocker l'électricité de façon indirecte, mais ça se pratique tous les jours et de façon extrêmement répandue. Donc voici les ordres de grandeur des capacités en puissance, en énergie, les rendements, on a des rendements élevés, et puis encore plein de possibilités, parce que c'est vrai qu'on ne peut plus construire de barrages, aujourd'hui on ne veut plus de barrages, par contre on peut aménager des barrages, des centrales à barrages déjà faites, avec un réservoir bas pour faire du transfert, et donc aménager une centrale hydraulique de barrage en STEP. Il y a une étude européenne qui vient de paraître il y a à peu près un an et qui montre la capacité européenne qui est extrêmement élevée. Alors, est-ce qu'on peut faire une électricité 100% renouvelable? Puisque vous entendez bien que dans mon discours, c'est là que je veux venir. Alors, le potentiel, j'espère vous avoir convaincu qu'il était plus que suffisant. Je n'ai pas mis beaucoup de diapos. En France, par exemple, on reçoit en énergie primaire du soleil, simplement sur le territoire métropolitain, en dehors des mers, à peu près 300 fois nos besoins en énergie primaire, annuellement. Donc, franchement, c'est pas, le problème, il n'est pas dans les ressources.
On a des technologies, on en a suffisamment. Il n'y a pas besoin d'aller chercher de chimères, il n'y a pas besoin de fusion nucléaire ou de choses qui n'existent pas aujourd'hui, ou de je ne sais quelle énergie libre fantaisiste dont on vous parle un petit peu partout sur les sites internet. Les éco-bilans de ces convertisseurs d'énergie sont plus que positifs, ils sont excellents, y compris pour le photovoltaïque. Il y a des niveaux de maturité qui sont très bons, on connaît les durées de vie, elles sont acceptables, et les niveaux de coût, je viens de vous le montrer, sont également acceptables. À tel point que l'électricité pourrait satisfaire de nouveaux usages, par exemple dans les transports. Alors vous pensez tous aux voitures électriques, mais on peut aussi faire des combustibles de synthèse par l'électricité, notamment par des surplus d'électricité. Donc par exemple faire de l'hydrogène et transformer cet hydrogène en le combinant avec du CO2 en méthane. L'hydrogène, c'est pour un peu plus tard quand même, parce que c'est une technologie qui est encore extrêmement coûteuse, qui se développera un jour, j'en suis absolument convaincu, mais dans la transition énergétique, c'est un peu jeune. En tout cas, il y a des grands débats aujourd'hui, puisqu'évidemment, tout le monde n'est pas d'accord sur ce point. L'idée fait son chemin du 100% renouvelable au Portugal, en Écosse, en Autriche, au Danemark, en Allemagne, et même en France. Il y a l'association Negawatt qui a un scénario depuis 2011 extrêmement crédible, extrêmement argumenté sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, qui montre que c'est possible. Mais un problème important subsiste, la variabilité. Donc les ressources les plus abondantes, c'est de très très loin le solaire et l'éolien. Beaucoup plus que l'hydraulique. Donc ça, malheureusement, c'est variable. Alors comment on fait? Il faut mettre plus d'intelligence et exploiter tous les moyens de flexibilité. Les barrages hydroélectriques, on les a construits. Aujourd'hui, on ne pourrait plus en faire parce qu'ils ne seraient plus acceptés. Ceux qui sont là sont là. Donc là, ce sont des moyens extrêmement flexibles, très intéressants, puisqu'ils accumulent de l'eau, même s'ils ne sont pas réversibles, et donc ils vont permettre de différer la production d'électricité de l'arrivée de cette eau. En utilisant des combustibles renouvelables, par exemple du méthane de synthèse, du biogaz aussi, qui feront donc des centrales thermiques flexibles comme le sont aujourd'hui les centrales à gaz et les nouvelles centrales à charbon. En optimisant la complémentarité des ressources, complémentarité temporelle. Par exemple, en Europe, on a beaucoup plus de vent l'hiver et beaucoup plus de soleil l'été. On a une vraie complémentarité temporelle, saisonnière, du vent et du soleil. Donc il est très intéressant d'optimiser le mix énergétique solaire et éolien pour profiter de cette complémentarité. La complémentarité spatiale aussi, c'est important de répartir sur le territoire pour éviter d'avoir des lignes complètement saturées et puis aussi trop de lignes électriques. En exploitant pleinement les prévisions météorologiques. Elles jouent déjà un rôle majeur aujourd'hui. À 24 heures, on prévoit très très précisément la production éolienne, par exemple. En accroissant les capacités de stockage réversibles, donc c'est par exemple les steppes, ou également des batteries électrochimiques. En généralisant le pilotage des charges, c'est par exemple le principe de votre chauffe-eau que vous chargez en heure creuse. Ça, c'est le premier pilotage de charge qu'on connaît tous. Et là, on s'aperçoit aussi qu'il y a un degré de flexibilité important. Pour faire de l'autoconsommation, les Allemands maintenant ont bien compris quelles étaient leurs charges flexibles. Et puis en produisant des combustibles de synthèse qui seront finalement des moyens également flexibles de consommation, en particulier quand on aura des gros surplus de production d'électricité, on fera des combustibles de synthèse pour les transports. Tout ça, c'est la symbiose permise par les smart grids. Et moi, je suis persuadé que là, dans l'assemblée des IUT de GE2I de France, beaucoup d'entre vous vont travailler sur ces problématiques liées au smart grid. Parce qu'elles couvrent à peu près tout, du traitement de l'information jusqu'au traitement de l'énergie. Alors voici un graphique extrêmement compliqué qui est une étude, une simulation qui a été faite à l'échelle de l'Allemagne complète, qui s'appelle Kombi-Kraftwerk 2. Le premier, c'est à l'échelle d'un territoire, d'un Länder. Ils l'ont étendu à l'échelle de l'Allemagne. C'est du 100% renouvelable simulé sur un an, avec des consommations réelles. Alors là, vous avez donc à chaque fois que c'est rouge, c'est des endroits où on manque d'énergie. Donc ça veut dire que c'est satisfait par l'arrivée des gros tuyaux qui, vous voyez, grossir les lignes électriques. C'est la puissance qui transite entre les lieux de production et les lieux de consommation. Ce que vous avez en bleu en haut à gauche, c'est les fermes offshore de mer du Nord. Donc c'est un mix qui contient essentiellement de l'éolien terrestre, du solaire photovoltaïque et de l'éolien offshore. C'est ça le gros du mix énergétique. Et tout ça, ça marche par simulation avec tout ce que je viens de vous raconter juste avant. Donc les documents seront récupérables, je ne sais pas où, mais ils seront récupérables, donc vous aurez accès au lien hypertexte. Je vous encourage vraiment à aller voir parce que c'est très très intéressant de voir cette étude. Et vous ferez un petit peu d'allemand par l'occasion parce que c'est encore en allemand. Conclusion, puis on va pouvoir échanger. Alors, la soutenabilité de la production d'électricité, puisque mon titre incluait cette notion de soutenabilité, qu'est-ce que c'est?
Donc c'est une conversion à partir de ressources primaires qui ne s'épuisent pas, de matières premières abondantes et recyclables. Celles dont je parle là, ce sont les matières pour fabriquer les convertisseurs de renouvelables. Il faut y penser. Ce n'est pas la peine d'utiliser des ressources qui ne sont pas disponibles ou qui seront très rares. Une conversion qui minimise les impacts environnementaux, surtout les plus irréversibles. Alors le plus irréversible, je l'ai mis entre guillemets, parce que dans la nature, et notamment dans le domaine de l'énergie, tout est irréversible. C'est de l'irréversibilité permanente. Mais il y a des dégâts qui sont beaucoup plus irréversibles que d'autres. Les émissions massives de gaz à effet de serre qui affectent violemment notre climat, les émissions radioactives qui endommagent gravement le génome des systèmes vivants, et puis des pollutions dont on parle moins, mais qui sont également très très ennuyeuses, c'est la production massive de chaleur supplémentaire et de vapeur d'eau liée à tous les processus qui font de la chaleur qui n'étaient pas dans les cycles naturels et qui rejettent de la vapeur d'eau. C'est des pollutions qui sont non négligeables et je pense que petit à petit, d'ailleurs, on va découvrir leur ampleur. Ce sont aussi des grandes consommations d'eau. Et donc, c'est une tension sur les ressources en eau potable qui pose problème. Fossiles, fissiles, y compris les réacteurs à neutrons rapides et même la fusion deutérium-tritium, c'est-à-dire le projet ITER, ne respectent pas ces critères de soutenabilité. Conclusion, c'est ma dernière diapo. Les ressources primaires renouvelables sont suffisamment abondantes pour satisfaire les besoins de toute l'humanité. Ça, c'est vraiment important. Ce qui n'est pas le cas avec les non renouvelables. Elles sont équitablement réparties dans les zones habitées, d'où une réduction des tensions géopolitiques sur les ressources. Aujourd'hui, on se bat un peu partout dans le monde pour l'accès aux ressources en matières premières énergétiques. Je me permets de dire que la guerre du Mali, c'est en grande partie pour l'accès à l'uranium. La plupart des solutions technologiques de conversion existent déjà, il n'y a pas de chimère, et avec des impacts environnementaux parmi les plus faibles de tout ce qu'on peut faire en matière de conversion d'énergie. Donc quand on dénonce les impacts environnementaux des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, comparons-les, je termine bien, avec les autres, avec les fossiles, avec les fissibles. Si vous avez l'ensemble des critères environnementaux sous les yeux, il n'y a pas photo. C'est vraiment sans commune mesure. C'est des ordres de grandeur de différence. Elles deviennent compétitives, mais nécessitent de lourds investissements et donc de supporter des amortissements longs. C'est ça tout le problème. On préfère payer tous les jours nos litres de carburant parce qu'on n'avance pas l'argent plutôt que de payer aujourd'hui des convertisseurs qui vont durer 20 ans et qui fonctionneront gratuitement. C'est ça le problème. Il reste à propager l'effort à l'échelle mondiale, souvent contre des vents contraires. Il n'y a pas que dans l'éolien qu'il y a des vents contraires, il y en a beaucoup. Mais si elle constitue la voie la plus prometteuse, je parle des ressources renouvelables, l'optimum global consiste à consommer mieux et moins, afin que l'humanité tout entière puisse en profiter. Mieux et moins, mieux c'est par l'efficacité, par des convertisseurs plus performants, et moins c'est par la sobriété. Voilà, je vous remercie. Je veux bien. On va faire un petit réglage rapide. Je crois qu'il y a déjà il doit y avoir quelques propos qui ont dû titiller quelques-uns là, qui ont commencé à envoyer des messages. Donc, j'espère. Est-ce que je pourrais repasser des diapos en fait, pour répondre à certaines questions? Oui.
faut peut-être que tu parles dans le micro, non? Je sais pas, je crois qu'on a une première question d'Edmond à Lyon. Je ne sais pas si Lyon nous entend. Oh. Donc il y a Edmond qui dit comment peut-on dire que le prix de revient de l'énergie solaire est en baisse parce que le prix de rachat est en baisse? Il dit que c'est faux. Non, c'est une bonne remarque, effectivement, ce n'est pas une preuve. Mais comment pourrait se développer l'énergie solaire photovoltaïque, puisque c'est de celle-là qu'on parle, si les tarifs de rachat étaient en baisse et qu'on... Vous voyez, si... Alors en fait, les prix de revient, on sait les calculer. On les calcule avec l'usure du matériel, les coûts de maintenance, etc. Et ils sont plus bas que les tarifs d'achat. Bon, bah là, j'ai pas d'argument précis pour vous prouver ça. Hein, je veux pas... C'est sûr que plus on se met dans une latitude défavorable en termes de rayonnement solaire, plus on est à la limite de la rentabilité. Et si à l'échelle d'un territoire comme la France, le tarif est le même à Lille ou à Toulon, bah c'est clair que le prix de revient de l'électricité photovoltaïque n'est pas le même, et peut-être qu'à Lille, c'est un peu limite aujourd'hui. Donc, une autre question qui vient de... Rachid, alors je crois que c'est Bordeaux, si je me trompe. Comment se fait la dissipation du surplus d'énergie électrique produite à tout instant? Alors je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, parce que la dissipation, tout est dissipé. Alors c'est quoi? C'est les pertes de production d'énergie électrique? Je ne comprends pas la question. Est-ce que c'est dans le cadre de l'autoconsommation, c'est ça? Non? En attendant, Tours, et je crois qu'il y a une question à Tours. Fabien? Fabien, à Tours, il y a Enzo qui veut poser une question, c'est ça? On ne peut pas les avoir oralement, les questions. Si, peut-être. Ouais. Si. Vas-y, je laisse la parole à lui. Ouais, oui, Fabien, Tours, on vous écoute. C'est ça, oui. Bonjour. Je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais... Un peu plus fort. Oui, Fabien, Tours, on vous écoute. Quand vous avez parlé des stations géothermiques, pas géothermiques, mais quand vous avez parlé des stations avec les miroirs. Oui, donc c'est le solaire thermodynamique à concentration. Vous avez je m'étais renseigné sur le sujet. Donc c'est le solaire thermodynamique à concentration. Oui, voilà, merci. Donc c'était bien ça, mais il fallait le problème majeur, c'était que la poussière s'accumulait très vite sur les miroirs, et pour que le système reste efficace, il fallait le nettoyer en permanence, ce qui entraînait une consommation d'eau énorme. Alors oui, ça consomme de l'eau. Aujourd'hui, il y a des procédés qui sont mis en œuvre pour réduire cette consommation d'eau, mais ça consomme beaucoup moins d'eau au kilowattheure que n'importe quelle centrale thermique actuelle. Il faut savoir qu'une centrale thermique actuelle, c'est à peu près 10 litres d'eau par kilowattheure qui sont consommés, qui sont évaporés. Je ne parle pas de ce qui est utilisé pour refroidir. Oh là là, j'entends quasiment rien. C'est mon retour là que j'ai entendu? Merci. Merci d'avoir aussi peu d'exigences. Bon. Manifestement, on maîtrise l'énergie, mais la formation, c'est pas ça. Apparemment, à Cachan, vous n'avez pas entendu la question? Laquelle? Sur le nettoyage des panneaux. Alors la question, je la répète, donc c'est pas pour jouer la montre, c'est ce qu'on me demande. Donc c'est au sujet des centrales thermodynamiques solaires à concentration qui nécessitent des miroirs. Donc il y en a plusieurs technologies, d'ailleurs je vous ai présenté celle à Tours. Ces miroirs, surtout en environnement poussiéreux, nécessitent d'être nettoyés pour avoir le meilleur rendement de transmission possible. Et les procédés qu'on utilise aujourd'hui consomment de l'eau. Donc ce que j'ai répondu, c'est qu'ils consomment moins d'eau globalement à l'échelle de toute une centrale que les centrales solaires, que les centrales thermiques actuelles, mais surtout qu'on est en train de rechercher à faire en sorte de réduire ces consommations d'eau. Par exemple en utilisant de la condensation naturelle dans l'air ou des choses comme ça.
Mais vous avez raison, il n'y a rien de absolument sans problème. D'ailleurs, je maintiens qu'il y a des impacts environnementaux pour toutes les technologies. Et ce que j'ai dit, c'est qu'ils étaient beaucoup moins élevés que pour les technologies traditionnelles. C'est tout ça qu'il faut peser. Et quand on commence à s'interroger sur les impacts environnementaux, on se dit oui, il faut qu'on consomme moins d'énergie, pas seulement d'électricité. Une question d'un étudiant. Qu'en est-il du recyclage des matériaux qui servent à la production d'énergie? Oui. Alors, une question sur le recyclage. Qu'en est-il? Donc la question, c'est qu'en est-il du recyclage des matériaux qui servent à la production d'énergie, éolien, solaire? Alors ça, c'est la question qui est récurrente, en fait. Est-ce qu'on recycle vraiment les éoliennes et les panneaux photovoltaïques? Alors les éoliennes, oui. On ne recycle pas tout, malheureusement, parce qu'on ne sait pas recycler les pales en composite, on les broie. Donc ça, c'est un peu un constat d'échec. C'est-à-dire qu'on broie les pales pour en faire des matériaux de construction, des choses comme ça. Peut-être qu'un jour, on saura les recycler, mais l'acier, le cuivre et toutes les matières premières nobles sont très très bien recyclées parce qu'ils ont une valeur importante. La question concerne plus le photovoltaïque, qui est encore relativement peu développé à l'échelle mondiale et pour lequel les filières de recyclage se mettent seulement en place. Ce que je peux vous répondre, c'est qu'on a déjà prouvé la recyclabilité de ces technologies, qu'il y a déjà eu des choses de fait. Vous pourrez trouver ça sur Internet sans difficulté. Si on regarde en termes d'impact environnementaux et pas d'euros ou de dollars, ça coûte moins cher de recycler, beaucoup moins cher de recycler des panneaux photovoltaïques que d'en faire à partir des matières premières, du sable notamment et des autres matières premières. Mais ça, c'est vrai pour presque toutes les technologies qu'on ne recycle pas aujourd'hui. Je pense aux batteries lithium, à tout ça, parce que c'est tellement pas cher d'extraire des matières premières sans payer les impacts environnementaux qu'on préfère ne pas recycler. Donc ce qu'il faut, c'est mettre en place des obligations de recyclage, et c'est ce qui est en train de se passer pour le photovoltaïque. Au niveau européen, le recyclage est aujourd'hui sur les rails, et donc tout le photovoltaïque qui va être installé désormais sera recyclé. Et ça sera plus économique d'ailleurs de recycler que d'aller creuser pour récupérer des matières premières à partir des minerais. On est même allé jusqu'à faire du recyclage de fondations d'éoliennes, c'est-à-dire récupérer le ferraillage. Maintenant, la question, c'est de savoir si ça vaut vraiment le coup d'aller jusque-là. Alors, pensez-vous qu'il faudrait augmenter le tarif de l'énergie par des taxes pour favoriser les comportements responsables? Alors là, moi, je ne suis pas en mesure de répondre à une question comme celle-là, parce que moi, je crois beaucoup, bien que la démocratie ne fonctionne plus très bien aujourd'hui, j'y crois toujours. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que tous ces choix de mode de vie, de fonctionnement de société, eh bien, on les choisisse démocratiquement. Donc la taxation, c'est peut-être une solution. Moi, je préfère les incitations douces, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de conscience et qu'on ait envie de le faire plus par motivation que par punition. Donc voilà, j'ai la naïveté de penser que c'est possible. Fabien Nebel, comment fait-on pour garder le moral quand on a constaté l'évolution très lente des mentalités vis-à-vis de l'urgence de la situation? Je sais pas. Alors la question c'est comment fait-on pour garder le moral quand on voit la lenteur de l'évolution des mentalités? Je ne suis pas d'accord. En fait, il y a des tas d'exemples dans les sociétés humaines où les mentalités ont bougé très vite. Je pense que si on avait un bon électrochoc, qu'on soit capable de fournir ce qu'on appelle un effort de guerre dans d'autres situations, c'est-à-dire que si on se rendait compte vraiment de la gravité de la situation, et donc qu'on fasse l'effort relatif nécessaire à ce niveau de gravité, moi je pense que les mentalités peuvent basculer. C'est ça qui est certainement en train de s'opérer. C'est trop lent au goût de ceux qui ont compris. Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que c'est en train de se faire. Alors, question d'un étudiant de Brest. Quelle est la consommation énergétique approximative du MOOC d'aujourd'hui? Je ne peux pas répondre. C'est beaucoup, parce que quand vous faites ça, vous allez peut-être quoi que les étudiants, on ne va pas compter leur mobilité pour venir sur le lieu du MOOC, puisque de toute façon, ils seraient allés à l'IUT. Donc s'il y a juste les coûts de communication, c'est certainement plus cher que si je m'étais déplacé à Kourou. Mais à Kourou, on l'aurait aussi fait par visio, pour voir tout le reste. Donc en fait, là, il n'y a pas de solution. Donc c'est certainement moins cher que si je m'étais déplacé successivement sur tous les sites des IUT. Mais j'ai pas les chiffres en tête. Là,
Mais ce n'est pas négligeable, hein. C'est-à-dire que tout ce qui est traitement de l'information aujourd'hui, on sait que ça coûte cher énergétiquement, hein, et environnementalement. Alors je sais si ce micro-là marche aussi. Il y a Fabien qui me demande de parler dans le micro. Là, j'espère que tu m'entends, Fabien. On en était où? Dans votre exposé, vous avez dit qu'une production électrique 100% renouvelable serait techniquement possible. Et alors la suite, c'est... je cherche parce que comme ça arrive en même temps... La question, c'est peut-être économiquement, donc je ne sais pas. Doucement sur les questions, je ne m'y retrouve pas. Alors... Le théorème de Shannon n'est pas respecté. Alors, pourrait également compenser une consommation supérieure à celle que l'on a actuellement, et pourtant vous concluez qu'il faudrait consommer moins. Pourquoi cette contradiction? Alors, j'arrive pas bien à comprendre la question de David. David Glay, si tu peux reformuler la question en un seul morceau, ça nous aiderait. Oui, je crois comprendre, parce qu'à un moment donné, j'ai dit qu'à la limite, 10 milliards d'habitants pourraient peut-être avoir la consommation d'un Français, et pourtant, à la fin, je dis effectivement qu'il faut qu'on consomme moins. Alors, consommer moins, bien sûr, c'est pour les Occidentaux, parce que je pense qu'on ne peut pas souhaiter un subsaharien de consommer moins qu'aujourd'hui, hein. Il vit dans des conditions de vie. Donc déjà, il faut bien faire attention quand on parle de consommer moins, c'est qu'on a des inégalités sociales absolument énormes aujourd'hui, à l'échelle de la planète et même à l'échelle de nos nations, hein. On a des inégalités sociales très très importantes. Donc moi ce que je souhaite, c'est que chacun accède non pas à un niveau de consommation donné, mais à un niveau de confort qui peut être obtenu avec, je ne sais pas exactement quel niveau de consommation d'énergie, mais je suis persuadé beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et donc j'ai peut-être été ambigu sur les ordres de grandeur que je n'ai pas vraiment donnés en fait, hein. J'ai parlé de 100 kWh d'énergie finale par Français, peut-être 80. Alors, autre question de David. Il paraîtrait que faire des moteurs à eau serait possible. Alors, pourquoi on ne le fait pas? L'eau, un moteur à eau sous pression, je ne sais pas, parce que l'eau, en fait, l'énergie contenue dans l'eau, ça peut être l'énergie de fission de l'eau, de fusion de l'eau, on ne sait pas la faire fusionner au niveau nucléaire. On sait la séparer oxygène-hydrogène, mais pour obtenir de l'hydrogène et de l'oxygène à partir de l'eau, il faut dissocier ces molécules, donc il faut de l'énergie primaire pour le faire. Et il n'y a pas de mouvement perpétuel, hein, c'est qu'il faudra plus d'énergie pour dissocier les molécules d'hydrogène et d'oxygène qu'elles n'en redonneront quand on va les remettre ensemble pour refaire de l'eau et d'électricité. Donc le moteur à eau, ça n'existe pas, hein, en fait. Autre question, quel est l'impact écologique des batteries utilisées pour les véhicules électriques? Il est assez élevé, hein, puisque pour faire 1 kWh de capacité de stockage avec une batterie lithium, il faut dépenser à peu près 400 kWh d'énergie primaire. Donc le poids en énergie grise de la batterie d'un véhicule électrique dans tout le véhicule n'est pas négligeable du tout. Mais si vous faites la comparaison avec la combustion de combustibles fossiles que vous metteriez dans une voiture de gabarit équivalent qui ferait la même chose, ça reste quand même mieux, nettement mieux malgré tout. Sauf si vous n'usez pas la batterie. C'est-à-dire si vous avez investi dans une batterie de véhicule électrique de 30 kWh fois 400 kWh d'énergie primaire par kWh, donc ça fait combien? 3 x 4, 12, 120 000 kWh d'énergie primaire. Et puis que vous ne vous en servez pas, que vous faites 10 000 km avec la voiture jusqu'à ce qu'elle soit dégradée en vieillissement calendaire, là, effectivement, votre impact environnemental sera pire que si vous aviez brûlé des combustibles fossiles. Donc, il faut se poser ces questions-là. C'est-à-dire qu'avoir des véhicules individuels qui ne servent pas beaucoup avec des technologies aussi évoluées, c'est du gâchis. Oui, il y a encore une question de Brest. On va traiter la question qui est en cours et je vais passer la parole au Rennais quand même. Un étudiant de Brest a entendu parler du thorium pour remplacer l'uranium. Est-ce possible? Alors le thorium, c'est pour faire des réacteurs à neutrons rapides. Et donc là, c'est des technologies qui, certains diront qu'elles ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. S'il n'y a pas encore de réacteurs à thorium, c'est parce que c'est des technologies qui n'ont pas fait leurs preuves, qui généreront de toute façon des déchets nucléaires, qui vont irradier des matières premières, et de mon point de vue, qui ne résolvent absolument pas les problèmes de... Alors,
les problèmes de la fission nucléaire dans son ensemble. Voilà, malheureusement, je ne peux pas argumenter comme ça. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est une chimère, quoi. C'est-à-dire que le thorium, c'est l'ultime argument qu'on sort quand on n'a plus d'uranium. Je crois qu'il y a une question à Rennes quand même. Bon, une question pour les Rennais. Bonjour. Alors ma question c'est, est-ce que, à votre avis, un jour sur le marché, il pourrait y avoir des voitures entièrement bio en fait, qui ne sont pas construites avec de l'énergie primaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Je pense que c'est impossible. Impossible parce que même si vous faites une voiture en bambou ou je ne sais pas quoi, non mais ne rigolez pas parce que ça ne serait pas absurde. Hein. Il faudra transformer. Et dès que vous transformez, vous utilisez de l'énergie. Alors, ce qu'on pourra faire un jour, c'est ne plus utiliser d'énergie primaire non renouvelable. Ça, oui, c'est possible. Mais ne plus consommer d'énergie du tout pour faire n'importe quel service, c'est impossible. C'est la base même de toutes les transformations de l'énergie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À Rennes? Non? Allô? Est-ce qu'il y a encore des gens en ligne? Non, on dirait qu'on n'a plus personne. Ouais, ils sont déjà partis? Bon, c'est pas terrible d'échanger comme ça parce que finalement on ne se parle pas bon, sauf localement. Ça c'est une amélioration à apporter au prochain MOOC. Ah si, Fabien. Alors, que pensez-vous de la fusion qui se développe à Marseille? Alors la fusion qui se développe à Marseille, en fait c'est à Cadarache, hein, c'est à côté d'Aix-en-Provence. Donc c'est le projet ITER, hein, qui est un projet international d'études de la fusion nucléaire. Donc on construit à Cadarache un réacteur à échelle 1 de fusion deutérium-tritium qui en fait est une expérience technologique où on va tester une réaction de fusion nucléaire plus longue que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, qui devrait pour la première fois produire plus d'énergie qu'elle en a consommé. Mais on est très loin du prototype industriel diffusable en grande série. Et puis je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que même la fusion deutérium-tritium ne respecte pas les critères de soutenabilité que j'ai énoncés là, auxquels vous n'adhérez peut-être pas. Hein. C'est-à-dire que les matières premières deutérium-tritium ne sont pas non plus d'une abondance extraordinaire, donc on n'en aura pas de quoi faire du développement totalement durable de l'humanité, c'est-à-dire des milliers d'années ou des millions d'années, au moins des milliers d'années. Et puis on va générer de nouveau des matières radioactives, puisqu'on va avoir des bombardements neutroniques dans tout l'environnement du réacteur qui vont rendre radioactives les matières premières de confinement. Franchement, c'est une fuite en avant. Alors, on ne peut pas empêcher de faire des recherches. Moi, je pense que c'est bien. Je crois tout simplement qu'on met trop d'argent dans cette voie-là et que cet argent, si on le mettait ailleurs pour des choses plus urgentes qui sont plus sûres, il serait mieux utilisé. Mais voilà. Donc je ne sais pas si ce sont des choix démocratiques d'ailleurs, hein, puisque je ne crois pas qu'on ait vraiment consulté les citoyens pour faire ces choix-là hein, d'investissement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, ah si. Une question à Rennes. Bonjour. Pensez-vous qu'un jour on pourra se passer du nucléaire? Parce que évidemment, hein, je vous ai montré sa place. C'est même pas 2% d'énergie mondiale aujourd'hui. Ça représente rien en fait. Hein. Ouais, mais du coup le nucléaire, c'est non renouvelable. Un jour, on va en manquer du nucléaire. Donc il faudra bien. Pardon? On va en manquer du nucléaire. Oui, donc ça s'arrêtera tout seul. On va faire quoi après? Si un jour, on a besoin de nucléaire pour produire de l'électricité, donc si un jour on n'en a plus de nucléaire. Alors ce que j'ai dit tout à l'heure, tu devais dormir. C'est que non. Le nucléaire à l'échelle mondiale, c'est 2% de l'énergie finale. Ouais. Donc si on arrêtait aujourd'hui, alors pour la France, ça serait très difficile. La France est le pays qui a la proportion d'énergie nucléaire la plus élevée du monde et de très loin. Donc pour nous, arrêter brutalement le nucléaire, c'est strictement impossible.
On ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain. Par contre, on peut planifier une sortie progressive, raisonnée de l'énergie nucléaire. Bien sûr, c'est justement ce que le scénario Négawatt, par exemple, envisage et le propose de façon extrêmement raisonnable. Je vous encourage à télécharger les rapports qui sont en ligne sur Internet pour voir comment ont été faites ces analyses. Donc, alors une question de Michael Botin, comment le Japon fait? Le Japon aujourd'hui, il n'a aucune centrale nucléaire en marche. Hier, c'était la première année, c'était donc l'anniversaire de l'arrêt intégral du nucléaire au Japon. Alors je ne sais pas si ça redémarrera, il est possible qu'il y ait 2 réacteurs à Sendai qui redémarrent, mais les populations sont farouchement opposées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour redémarrer un réacteur, il faut l'autorisation préfectorale et les préfets, ils écoutent quand même un petit peu désormais la population. Les gens ont été totalement traumatisés. Donc le Japon avait 30%, 29% pour être précis, de son électricité d'origine nucléaire. Alors évidemment, ils ont fait un peu d'économie, mais ils brûlent des combustibles fossiles, ils brûlent du gaz. Donc ce n'est pas mirobolant non plus. Mais le Japon, l'année dernière, est devenu le 2e pays mondial d'installation d'énergie solaire après la Chine. On a une autre question de Fabien Nevel à Tours. Est-ce que les moteurs hydrogène ont un bon avenir, notamment avec la possibilité de stocker l'énergie? Oui. Alors l'hydrogène, on le voit plutôt aujourd'hui dans les... Alors moteur, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est pour les transports. Enfin, tu peux mettre ta réponse pour bien confirmer que c'est pour les transports par écrit. Là. Si ce n'était pas ça, je reprendrais. Mais si c'est pour les transports, on envisage plutôt de brûler l'hydrogène dans des piles à combustible plutôt que dans des moteurs à explosion. Et donc une pile à combustible ferait de l'électricité et finalement ça serait un véhicule électrique qui embarquerait de l'hydrogène. Le problème, c'est que déjà, il faut faire cet hydrogène avec des renouvelables pour qu'il soit le plus propre possible. C'est plus cher que de le faire avec des combustibles fossiles. Il faut savoir que l'hydrogène qu'on a aujourd'hui sur le marché, il a 95% d'origine fossile. Donc ce n'est pas propre du tout si vous utilisez de l'hydrogène. Oui, c'était bien les transports. Et qu'est-ce que je voulais dire? Embarquer l'hydrogène, c'est très difficile. C'est pas aussi difficile que de stocker de l'électricité, mais quasiment. On a 3 voies. La compression à haute pression, donc entre soit 350, soit 700 bars. La liquéfaction, ou le stocker dans des hydrures métalliques. Dans tous les cas, on se retrouve soit avec une proportion de la valeur énergétique importante de l'hydrogène pour l'amener à l'état liquide, voire pour le comprimer, soit une masse du réservoir relativement élevée. Et globalement, l'hydrogène, qui a une énergie massique beaucoup plus élevée que celle de l'essence intrinsèquement, c'est presque 3 fois mieux. Une fois que vous l'avez mis dans son réservoir, c'est 1 ou 2 kWh par kilo. C'est-à-dire 10 fois mieux qu'une batterie électrochimique, un peu moins de 10 fois mieux. Mais 10 fois mieux, sachant qu'après, dans une pile à combustible, vous convertissez avec un rendement de 50%. Donc, ce n'est pas mirobolant. Et les durées de vie des composants hydrogène, des piles à combustible, des électrolyseurs, ne sont pas encore excellentes. Et puis, on utilise beaucoup... Le seul catalyseur vraiment opérationnel, c'est le platine. Alors, même si on en met de moins en moins, c'est un matériau extrêmement rare, extrêmement coûteux. Donc, il y a plein de problèmes. Donc je pense que, moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est une technologie qui nécessite encore des efforts importants pour arriver à la rendre mature économiquement. Mais on y arrivera un jour, j'en doute pas. Quelle est l'énergie renouvelable la plus prometteuse à long terme? Ça c'est Jean-Luc. Quelle est l'énergie renouvelable moi je dirais donc quelles sont les ressources renouvelables les plus prometteuses? Donc c'est le vent et le soleil, sans aucun doute. Alors si on a la chance très localement, ça c'est à l'échelle planétaire, donc c'est ce qui va faire des marchés importants à grande échelle. Maintenant vous pouvez avoir de l'énergie hydrolienne avec des effets de marée localement, vous pouvez avoir de la géothermie si vous êtes dans une zone volcanique, mais à l'échelle de l'ensemble de la planète, tout ça reste assez marginal. Donc le problème c'est d'arriver à faire baisser les coûts sans avoir des effets d'échelle industrielle très grands, ça c'est difficile. Donc voilà. Alors, il y a une question d'un étudiant de licence pro de Bordeaux. Nous avons des solutions pour consommer moins et plus proprement l'énergie. Pourquoi ne le faisons-nous pas? Ça dépend de chacun, probablement.
Si, je crois qu'on le fait, mais on ne le fait sûrement pas assez intensément. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent les économies d'énergie et les énergies renouvelables, ce sont des investissements. Pour passer à un appareil plus efficace énergétiquement, il faut remplacer un appareil ancien qui était assez énergivore par un moderne, donc pour lequel il faudra dépenser de l'argent et l'amortir sur une certaine durée. Donc les durées d'amortissement dans le domaine de l'efficacité énergétique, parfois elles se font sur moins d'1 an. Bon, là, il n'y a pas à réfléchir si ça se fait sur l'année, mais parfois c'est sur des durées beaucoup plus longues. Par exemple, l'isolation des bâtiments, ça peut être beaucoup plus long. Surtout quand vous avez un bâtiment qui est une vraie passoire. Alors là, c'est parfait, puisque si c'est une vraie passoire, vous allez gagner rapidement, vous allez rentabiliser rapidement l'investissement. Si votre bâtiment était déjà pas trop mal isolé, les dépenses à faire, notamment main-d'œuvre, etc., sont assez importantes et ce sera beaucoup plus difficile d'amortir. Voilà le genre de problème auquel on est confronté. C'est la durée d'amortissement. Donc il faut trouver des mécanismes financiers, des solutions pour que les gens finalement payent en continu ce qu'ils auraient payé dans les énergies non renouvelables de la même façon. Et ça se met en place aussi, notamment dans la transition énergétique en France. Je pense qu'il y a plein de bons signaux. Des mécanismes bancaires qui vont être prévus pour ça. Donc, si les freins ne sont pas trop forts, il va se passer des choses intéressantes. Une question encore, ça, il me semble que c'est Bordeaux. Est-ce un problème de responsabilité citoyenne ou un problème politique? Waouh. C'est un mélange des deux. La politique, c'est les citoyens qui votent. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème de courage politique, ça, sans aucun doute. Donc là, on peut aussi s'interroger sur les modes de gouvernance qu'on a aujourd'hui. Par exemple, la reconduction des mandats courts pour lesquels il faut faire vite pour être réélu. Je pense que ça, c'est très nuisible. Voilà, donc en gros, je ne sais pas, j'ai pas de solution toute faite. Bon, pas d'autres questions? Non. En tout cas, à Rennes, il n'y a pas d'autres questions. On a eu un non clair et net. Dans l'assemblée de déconnectés? Pas d'autres questions? Bon, je vous propose de remercier Bernard Multon de son intervention de la journée. Merci. Merci à tous les collègues des 4 coins de la France de nous avoir suivis. Alors, on s'excuse à l'avance. Je m'excuse à l'avance ou en retard. Je sais que certains ont eu quelques problèmes pour nous suivre durant la diffusion. Il y a eu, apparemment à Tarbes, ils ont décroché parce que sans doute un problème de bande passante. Nantes aussi. Ceux qui étaient restés connectés, j'ose espérer que tout était bien. J'ai un merci de Fabien. Merci à toi, Fabien, aussi. Et puis, les chefs de département, on va se revoir dans un mois pratiquement pour rediscuter de la suite des événements. Encore merci Bernard, merci et merci à tout le monde. Bonne fin d'après-midi.